Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande. On parle santé ce soir et on va notamment s'intéresser au cancer du sein, le cancer le plus fréquent en Nouvelle-Calédonie. Il est surtout la première cause de mortalité par cancer chez la femme. On en parle avec le docteur Pascal Domingue-Mena, Clémence Losserand et Stéphanie Barnier. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et merci d'être là. Au sommaire ce soir, Clémence, la catégorie de population victime du cancer du sein rajeunit. Voilà, effectivement, c'était l'une de mes découvertes. Et notamment, donc, je vous parlerai d'un exemple de Mao Kobayashi, qui était une présentatrice télévisée qui, à 34 ans, vient de décéder d'un cancer du sein. En effet, une star de la télé japonaise. Stéphanie, le dépistage, on va aussi en parler ce soir. Normal, une vidéo montre, et tu vas nous montrer une vidéo qui montre justement des chiens qui ont le flair pour dépister la maladie. Oui, donc c'est selon l'Institut Curie. Le flair des chiens permettrait, enfin, il serait efficace à 100% pour détecter les tumeurs cancéreuses. Et il le démontre à travers le protocole CADOG. Mais restez avec nous, on en parlera après. Pas de souci. Et également ce soir, on va montrer comment se passe une mammographie, c'est-à-dire la recherche de tumeurs mammaires. C'est dans un reportage, comme l'a dit Stéphanie. Restez avec nous. Le cancer du sein, je vous rappelle que c'est le thème de votre émission. Ce soir, on commence tout de suite avec la rubrique « C'est comment ». Docteur Pascal Domingue-Mena, en 2 mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le cancer du sein? C'est le développement d'une tumeur qui maligne, en fait, qui va se développer aux dépens des cellules du sein, en fait, et qui va développer un cancer. Ça arrive, il y a 2 types de cancer du sein, en tout cas. Il y a un cancer qui est dit familial. C'est-à-dire que si dans votre famille, dans la lignée des femmes, il y a des femmes qui ont déjà eu un cancer du sein, vous avez plus de chances d'avoir un cancer. C'est héréditaire. Ça peut être c'est pas héréditaire au sens strict, c'est on a plus de chances. On a plus de chances de développer un cancer. C'est pas héréditaire, heureusement. Mais du coup, ce sont des cancers qui se développent tôt, comme ça, comme la jeune femme de 35 ans, c'est à peu près les âges à laquelle ça se développe. Et ça veut dire que dans ces familles-là, quand on a une mère ou une sœur qui a eu un cancer du sein à cet âge-là, il faut commencer à faire les mammographies et faire contrôler ses seins aussitôt. Il ne faut pas attendre les 50 ans du dépistage généralisé. Et après, c'est un cancer qui apparaît avec le temps aussi chez les femmes. Et donc, c'est pour ça que l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a mis en place un dépistage organisé du cancer du sein pour toutes les femmes à partir de 50 ans. Tous les 2 ans, elle propose à toutes les femmes d'aller faire une mammographie pour contrôler si les seins, s'il n'y a pas une petite tumeur, ils se développent. Et l'idée, en fait, de ce dépistage systématique, c'est de pouvoir la prendre en charge quand elle est toute petite et quand les complications ne sont pas là et quand il suffit de l'enlever en général, de l'enlever, de faire un petit peu de chimiothérapie, un petit peu de radiothérapie et tout rentre dans l'ordre et l'espérance de vie elle reste aussi importante que celle d'une autre femme. Si dans les cancers dépistés par le dépistage dans les stades très petits, c'est un cancer dont le traitement a beaucoup évolué et qui est maintenant de bons pronostics. Maintenant, effectivement, si c'est très gros, si c'est évolué, c'est beaucoup plus compliqué. Alors j'ai une petite question qui me traverse l'esprit et puis là je vais m'adresser à vous, mesdames, qui êtes autour de cette table. Est-ce que ça reste encore un sujet, j'ai l'impression, moi, enfin, mon point de vue personnel, j'ai l'impression que le cancer du sein, en fait, faire la démarche de dépister, ça reste encore un thème assez tabou. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes d'accord avec moi? Je ne pense pas que ce soit tabou, je pense que c'est surtout, les femmes sont inquiètes et ne savent pas comment ça va se passer ce dépistage et du coup elles n'osent pas trop y aller. Après il peut y avoir aussi des expériences malheureuses où effectivement un cancer dans la famille qui a été dépisté tardivement et du coup, on pense que ça ne sert à rien parce que de toute façon on va en mourir, ce qui est faux en fait. Non, le dépistage ça marche plutôt bien, c'est pas encore... Il y a plus de femmes qui devraient y aller, c'est clair, mais il n'empêche que c'est un dépistage qui fonctionne bien. Ce qui est intéressant dans le dépistage organisé, c'est que les femmes elles vont recevoir tous les 2 ans un papier à la maison qui vous dit n'oubliez pas, vous pouvez faire votre dépistage, c'est la période où vous devez faire votre dépistage. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut oublier, on peut oublier d'y aller et puis voilà, c'est un système. Et puis l'avantage aussi, c'est que la radio elle est lue par 2 radiologues différents. Et donc on est plus sûr du résultat. En tout cas, on est là ce soir pour parler de cette maladie, parler du cancer du sein avec une vidéo de sensibilisation, Stéphanie. Oui, alors je vous propose de découvrir une bonne annonce humoristique de Carte Noire Soluble et de l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en, qui, pour encourager au dépistage, ont invité 12 personnalités féminines à révéler les surnoms qu'elles donnent à leur sein. Regardez.
toilette. Satellite. Nos seins sont ce qu'ils sont, mais au moins ils ont un nom. Voilà, au moins elles ont un nom. Et le message qu'il faut faire passer ce soir, c'est de pas hésiter, oui, de pas hésiter à se faire dépister. Le dépistage organisé, il est gratuit. Ça aussi, c'est important parce que si on fait en dehors du dépistage organisé, la mammographie, ça coûte dans les 18 000 francs quand même. C'est un investissement non négligeable qui est remboursé par les couvertures sociales, mais il n'empêche qu'il faut sortir les 18 000 francs au démarrage, alors que dans le dépistage organisé, c'est gratuit. On arrive avec le bon. Je vous propose de regarder ces chiffres, regardez ce tableau. Il nous montre l'évolution du nombre de cancers de sein diagnostiqués sur la période 2008-2013 d'après l'Agence sanitaire et sociale du pays. Alors depuis 2008, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, le nombre de cas a augmenté. Il y a eu un pic en 2012 avec 143 cas, puis ça a diminué en 2013 avec 125 cas de cancer du sein diagnostiqués. Cette augmentation, enfin c'est la tendance en tout cas qu'on a de manière générale sur cette infographie. Comment l'expliquer, docteur ? Il n'y a pas, enfin à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de forte explication, il y a des suspicions. On dit que les déodorants avec de l'aluminium pourraient favoriser l'apparition de cancer. Ce sont des choses qui sont... Je ne sais pas si c'est développé ou pas, si c'est prouvé. Ce qui est sûr, c'est que dans les facteurs de risque du cancer du sein, on sait que les femmes qui n'ont jamais allaité, elles ont un risque plus important d'avoir un cancer du sein que les femmes qui ont allaité leurs enfants. Il y a des facteurs de risque qui sont connus, donc ce type-là. Après, il y a sûrement des facteurs environnementaux qui interviennent maintenant avec des environnements qui ont beaucoup changé et qui font que peut-être l'aluminium ou d'autres produits vont favoriser l'apparition de ce type de cancer. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de découvertes, de nouvelles découvertes. En tout cas, c'est quand même un cancer, s'il est dépisté tôt, qui se soigne bien. Et c'est ça qui est important de savoir. C'est un cancer qui maintenant, s'il est dépisté tôt, se soigne très bien. Ça, ce sont les chiffres qui datent de 2008, durant la période 2008-2013. Mais depuis, est-ce que vous avez pu avoir des chiffres depuis 2013 à aujourd'hui, ou est-ce que vous avez une tendance qui se dessine? Après, le dépistage, ça va favoriser l'augmentation du nombre de cas. Forcément, si on dépiste, plus on va trouver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui développent cette maladie mais qui ne le savent pas. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de dépistage, et à l'époque il n'y avait pas de dépistage, on ne dépistait que les gens qui allaient d'eux-mêmes se faire dépister ou qui sentaient sur leur sein une masse. Et du coup, c'était sûrement des stades assez évolués. Alors qu'avec le dépistage, effectivement, si on déclare le nombre de cancers, il augmente, mais en fait les stades auxquels on les trouve, ils sont beaucoup plus intéressants pour les patients, parce que pour les femmes, parce qu'en fait, on le trouve le plus souvent à un stade tout petit et avec un bon pronostic. C'est-à-dire qu'on a toutes les chances, en faisant le traitement qu'il faut, de s'en sortir et de vivre très bien une vie normale après. Et comme vous le disiez, dans tout le pays, il y a des campagnes de dépistage qui sont organisées, des campagnes de dépistage du cancer du sein. Et l'objectif, c'est la recherche de tumeurs mammaires. Je vous propose de regarder ce reportage. Nous sommes venus à deux, une manipulatrice et moi-même radiologue. Ces mammographies se font avec cet appareil et cela consiste à mettre le sein sur une plaque qui va être radiographiée d'une manière spécifique et nous permettre le plus possible de diagnostiquer des cancers du sein au stade précoce. L'appareil de mammographie permet de prendre l'essentiel de la glande mammaire en radiographie. On réalise en général 4 incidences, 2 de chaque côté, une de face de chaque côté et une en oblique de chaque côté, ce qui nous permet de repérer à peu près où peut être une lésion dans le sein. Un examen mammographique en moyenne va durer entre 15 et 20 minutes en fonction des difficultés qu'on peut avoir ou des clichés complémentaires que nous allons réaliser.
La lecture des mammographies se fait soit sur des écrans très haute définition en informatique, soit sur des films qui sont imprimés avec une très haute précision. Et à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle un négatoscope avec une loupe pour regarder les petites lésions. C'est un reportage qui a été tourné dans la commune de Pointe-Dimy. Alors toujours selon l'agence sanitaire et sociale du pays, en 2013, 56,4% des cancers diagnostiqués l'ont été chez des femmes ayant entre 50 et 74 ans. Mais comme je vous le disais en début d'émission, la tendance c'est une population atteinte par la maladie qui rajeunit, n'est-ce pas Clémence? Voilà, en fait, en octobre dernier, il y avait eu effectivement une étude menée par Le Monde sur laquelle revient la revue Science et Avenir, et donc qui traite un petit peu de l'évolution des cas de cancer entre 1980 et 2015. En ce qui concerne donc le cancer du sein, on constate que les chiffres se stabilisent pour les femmes de plus de 50 ans. Par contre, il y a une forte augmentation observée chez les femmes plus jeunes, plus 59% chez les 30-39 ans et plus 53% chez les 40-49 ans. Et celles-ci ne sont pourtant pas concernées donc, par le dépistage organisé dont nous parlions. Il s'agit là d'un mystère épidémiologique, selon le magazine d'information scientifique. Un mystère et un drame donc, qui présentent de nombreux visages. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Le Japon a ainsi été secoué par une vague d'émotions à l'annonce du décès d'une présentatrice de télévision, Mao Kobayashi, à 34 ans. Elle était mère de 2 enfants et elle a été emportée par un cancer du sein. Elle avait annoncé sa maladie publiquement en septembre 2016. Je me demandais si aussi au pays on voyait une progression comme ça des cas, un déplacement vers des populations plus jeunes. Est-ce qu'on peut le sentir ici Les données sont, on a peu de cas, on n'est pas un grand pays, on n'a pas beaucoup d'habitants, donc on peut avoir une année l'impression que ça se rajeunit, puis l'autre l'année suivante, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas au final quand même, et ben on aura notre impression. Pour nous, il faut regarder sur beaucoup d'années pour voir l'évolution, parce qu'en fait on est trop petit nombre pour que statistiquement on voit des choses intéressantes. Alors je propose de regarder maintenant ces chiffres, toujours concernant la France. Que représente le cancer du sein en France? Le cancer du sein est le plus répandu donc, sur le pays. En 2015, l'Institut de cancer estime qu'il y a eu 54 000 nouveaux cas, soit 31% des cancers détectés chez les femmes. Il s'agit aussi du cancer féminin le plus meurtrier, avec près de 12 000 morts par an. Les 3/4 des cancers du sein sont détectés chez des patientes de plus de 50 ans. Et on estime qu'une femme sur 8 y sera confrontée au cours de sa vie. Heureusement, c'est aussi l'un des cancers qui se guérissent le mieux, avec 87% de taux de survie. Docteur, c'est quand même... C'est un bon taux pour un cancer, c'est des taux qui sont très très bons. Ça veut dire que pour 87% des femmes, voire un peu plus suivant le stade, on fait le traitement et puis c'est fini. Après, il y a le suivi, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien derrière. Il y a un suivi qui est important, mais n'empêche qu'on mène une vie tout à fait normale. Mais 87% de taux de survie, est-ce qu'on peut dire que ce sont des femmes qui ont effectué les démarches très tôt? Oui. C'est clair que plus on attend, plus la tumeur est grosse et plus les chances de guérir sont minces. On peut dire que la clé, c'est le dépistage précoce. La clé, c'est le dépistage, et c'est le dépistage systématique. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, à 50 ans, tous les 2 ans le faire. Et avant, si dans votre famille, il y a des femmes, dans la lignée des femmes, pas dans la lignée des mères, de la mère. S'il y a des femmes qui ont eu un cancer du sein, c'est vraiment très très important là de commencer le dépistage beaucoup plus tôt. Le dépistage, il faut se rendre... c'est simple en fait. Quelle démarche en fait, soit le dépistage organisé, vous recevez un papier où il y a une liste de tous les cabinets de radiologie où vous pouvez passer votre mammographie. Il y a les numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. En général, vous appelez. Et je l'ai fait pour moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous appelez et on vous dit que c'est dans le cadre du dépistage. Donc, on vous donne un rendez-vous, comme tout le monde. Quand vous arrivez, on prend le papier et vous financez rien. On vous donne votre papier, on fait votre mammographie. La mammographie, elle est lue une première fois par le radiologue qui est sur place. Et ensuite, cette radiographie est envoyée chez un autre radiologue qui va relire les clichés. Et
une quinzaine de jours après, on va recevoir une information nous disant bah voilà, tout est normal ou tout n'est pas normal, il faut faire des choses derrière. Et c'est ça qui est intéressant en fait, parce qu'il y a une double lecture, donc il y a 2 radiologues qui contrôlent la radio, et en plus, vous allez recevoir la réponse à la maison sur le résultat, et c'est quand même quelque chose d'agréable. Et c'est quelque chose aussi qui est intéressant dans la mesure où tous les 2 ans, vous allez recevoir. Donc vous allez, là, ce que fait l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'elle prend les femmes à 50 ans et elle a les listes des aides médicales, des idées CAFAT. Et avec ça, avec les dates de naissance des femmes, elle envoie les invitations pour aller faire la mammographie. Si dans les 2 mois qui suivent ou 3 mois, je ne sais plus exactement, vous n'êtes pas allés, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun retour, eux, de la mammographie, à ce moment-là, ils vous renvoient un deuxième papier pour vous dire... C'est plus de 21 000 femmes qui sont concernées par le dépistage, dont 75% se trouvent en province sud. Donc comment elles vont être prévenues par ce que vous venez de nous expliquer? Par courrier. En fait, c'est par les listes de la CAFAT et des couvertures sociales que la CAFAT, qui gère ça au départ, envoie à l'agence. Donc, et après, c'est payé par un fonds qui s'appelle le fonds de dépistage, qui est à la CAFAT, et c'est la CAFAT qui paye au cabinet de radiologie les mammographies. Clémence, le mois dernier, le Collège national des gynécologues français s'alarmait publiquement de la baisse de participation des femmes dans le dépistage. Voilà, effectivement, il y a eu un appel à l'aide de ce collège pour effectivement dire que, donc depuis 2004, puisque en France c'est en 2004 que ça a été mis en place, seulement 1 femme sur 2 profite du dépistage et vraisemblablement la participation est encore à la baisse. Donc ils alertaient l'opinion publique là-dessus. On peut penser que c'est une baisse qui est due aux polémiques qu'il y a eu autour de ce dépistage, qui ont été portées notamment par un collectif de médecins appelé Cancer Rose. Ce dernier dénonce en fait le cas de femmes qui sont aussi traitées pour rien. Parce que donc si pour améliorer les chances de survie face au cancer, comme vous le disiez, les médecins cherchent à détecter les tumeurs le plus tôt possible, ils se retrouvent aussi parfois à traiter des tumeurs qui finalement ne se seraient sans doute jamais développées davantage. C'est une situation qui a été mise en lumière par une étude réalisée par le New England Journal of Medicine il y a 1 an, et elle montre que sur 1000 femmes dépistées tous les 2 ans entre 50 et 74 ans, entre 4 et 9 évitent la mort par cancer du sein, mais 11 à 34 sont traités inutilement et on compte 830 à 1325 résultats faussement positifs. Ça, c'est des données qui sont... Voilà, ça, c'est une controverse. Il y a une controverse. Actuellement, on n'a pas d'autre solution. Donc après, c'est un choix que chaque femme doit faire, c'est clair. Pas d'autre solution sur le dépistage? Oui, on n'a pas d'autre moyen de dépister. Justement, Stéphanie a quelques vidéos à nous présenter sur d'autres moyens pour le dépistage. N'est-ce pas, Stéphanie? Il n'y a pas d'autres moyens efficaces prouvés. On va dire comme ça. À chacun, à bon entendeur, on va dire ça comme ça. Oui, donc il faut savoir qu'il est difficile quand même pour les associations qui luttent contre le cancer du sein de communiquer sur les réseaux sociaux, ça je voulais le rappeler. Surtout que Instagram ou Facebook, ils suppriment la moindre photo où on voit des tétons parce qu'ils considèrent que c'est pornographique. Donc face à cette censure, il y a une organisation britannique caritative, Worldwide Breast Cancer, qui a utilisé pour sa campagne pour représenter des seins 12 citrons. Alors pourquoi 12? Parce que ces derniers représentent les 12 symptômes qui peuvent vous alerter. Donc, parce que pour eux, en fait, la présence d'une tumeur n'est pas le seul signe, en fait, pouvant identifier ce type de cancer. Je peux te couper, Stéphanie, tu parles de symptômes. Quels sont les symptômes, justement, qui le symptôme le plus courant, c'est la masse qu'on va sentir quand on palpe ses seins. On sent, si on palpe ses seins, on le palpe partout, comme ça. Oui, une petite boule. On sent une petite boule. Et voilà. Et elle n'est pas douloureuse, ça fait pas mal. C'est l'une des techniques que va proposer Stéphanie. Ça fait pas mal, hein. Voilà, donc on va justement l'autopalpation, donc justement donc on s'éloigne des agrumes mais pas de l'humour, donc c'est une vidéo qui a été réalisée par l'association Mouvement d'aide à la détection du cancer du sein, donc qui a été réalisée en Argentine en avril 2016. Donc elle va arriver, vous verrez, dans pas longtemps. Donc celle-ci détaille, donc, c'est pas celle-ci, donc ce n'est pas grave. Alors, donc, tu peux nous revenir sur l'explication de voilà, donc on a sauté. Donc excusez-moi, donc celle-ci détaille donc, les gestes de la palpation à adopter pour vérifier toute irrégularité sur la poitrine. Donc elle reprend ces gestes, vous allez voir, sur les seins d'un homme. Parce que les hommes peuvent montrer leur avoir donc Spinoza en plateau. Donc ils peuvent aussi être touchés par cette maladie, même si elle est rare quand même, et aussi parce que voilà, les réseaux sociaux ne sanctionnent pas les seins des hommes. Donc c'est les techniques de palpation. On
peut commenter, Pascal? En fait, il faut appuyer un peu plus, elle ne fait que passer. Il faut appuyer un petit peu Pour vraiment pour sentir. pouvoir sentir quelque chose sous ses doigts. Si vous appuyez pas, vous n'allez rien sentir. D'accord. Mais ça, c'est l'une des techniques pour... Oui, si on c'est trouve une l'autopalpation. goutte- Ok. C'est l'autopalpation, oui. On enchaîne, donc je ne reviens pas sur les citrons. Oui, c'était marrant les citrons. Bon, les revenir sur citrons. les citrons. Alors, on revient oui. sur les citrons. Comme quoi, ouais, ce ne sont pas des techniques Moi, je trouve que légales, les mais citrons, vous c'est avez nous, on des- avait fait il y a quelques années un dépliant avec des cocos. Et on avait fait sur les cocos. C'est pas sur les citrons, mais sur les cocos. Bon, on va voir avec les citrons Donc comment les ça fonctionne. citrons, donc justement c'est 12 citrons qui sont placés dans une boîte d'œufs. Donc sur la ligne de haut de droite à gauche, donc je ne sais pas si vous voyez, donc les symptômes, donc premier, une grosseur, une marque suspecte, une peau irritée, une rougeur ou sensation de chaleur, un écoulement anormal ou une peau ridée. Et sur la ligne du bas de gauche à droite, donc une bosse, une veine apparente, un mamelon rétracté, une déformation du sein, une peau d'orange ou une tumeur invisible. Bon, bien sûr, si vous reconnaissez ces signes, il ne faut pas paniquer parce que certains sont bien sûr liés à des changements normaux. Mais si bien sûr ça évolue, il faut quand même consulter un médecin. Même si ça évolue pas, il faut quand même consulter. Voilà. On a une autre vidéo concernant nos les chiens qui ont le renifleurs, flair. Ok. voilà, qui ont le flair, qui serait efficace à 100%, comme je vous l'ai dit en début d'émission. Donc, alors concrètement, à quoi consiste ce protocole CADOG? Donc, c'est 2 Malinois, Thor et Nikios, mais là, on va voir que Nikios, qui ont été entraînés en Nouvelle-Aquitaine pendant 6 mois. Donc en fait, c'est la salle d'analyse, voilà. Donc il y a 4 échantillons de lingettes qui sont placés de manière aléatoire dans ces entonnoirs. Et parmi ces échantillons, il y a un seul qui a été porté par une femme souffrant d'un cancer du sein. Et l'objectif pour Nikios, c'est de retrouver cet échantillon porteur de maladie. Et quand il a trouvé, il va s'arrêter devant, vous verrez. Et bien sûr, il va trouver le bon échantillon. Alors, je voulais vous rappeler qu'il n'y a aucun contact entre la patiente et l'animal. En fait, l'Institut Curie il fournit aux patientes au préalable un gel de douche sans odeur et des lingettes et un pot stérile. Donc, la patiente, elle placera elle-même le tissu sur ses seins pendant toute une nuit. Et ensuite, celles-ci, donc les lingettes, sont envoyées à un centre agréé où les chiens les analyseront. Est-ce que vous connaissez cette technique, docteur? Ça existe pour d'autres cancers aussi, en fait. Il y a l'odorat des chiens est très développé. Apparemment, il y a des odeurs qui apparaissent sur certains cancers. Et je sais qu'il y a des études qui sont faites là-dessus. Le problème pour l'instant, c'est la reproductibilité. Et voilà, il faut former les chiens et ça prend du temps et beaucoup d'argent. Et c'est compliqué. Mais effectivement, je connais ce type de choses et je l'ai vu pour d'autres cancers aussi. Ça existe pour d'autres cancers. Comment il s'appelle CADOG. CADOG. Voilà, c'est le protocole. Non, le chien s'appelle Nikios. Et c'est vrai que ça... À quand des Nikios pour pratiquer justement CADOG ici en Nouvelle-Calédonie? Il faut que la technique soit validée et que Ça soit pourrait revenir applicable à moins cher, grande en échelle. plus. Ouais. Pas forcément. Juste un chien à faire venir. Ah bah oui, non, mais il y a les lingettes, il faut envoyer les lingettes, il faut que les femmes les portent, il faut ramener les lingettes. C'est pas forcément aussi plus pratique ou moins cher. Par exemple, là, la machine qu'on a vue à Pointe-Dimier, qui permet de réaliser la mammographie, vous le disiez durant le reportage qu'elle ne marche plus. C'est pas qu'elle marche plus. Elle fonctionne plus. Elle fonctionne, mais elle est plus aux nouvelles normes qui sont apparues en métropole. Et du coup, C'est un coût. Bah oui, ça a un coût. Acheter une radiographie, ça a un coût, oui. Et C'est un l'avantage coût avec les chiens, c'est qu'on n'aura plus le problème de risque lié aux radiations qu'évoquait justement Clémence tout à l'heure. Il faut former les chiens, il faut être sûr qu'ils soient bien formés, il faut après organiser l'envoi des lingettes, le renvoi des lingettes une fois. Et quel est le délai entre le moment où la femme envoie la lingette et le moment où le chien il sent c'est ok, ou si au bout de 3 jours c'est trop tard, et ben ça va être compliqué. Il y a plein de paramètres à mon avis qu'il faut prendre en compte dans la qualité du dépistage par les chiens. Et à mon avis, c'est pas aussi simple que ça à organiser. En tout cas, l'idée est lancée. Moins cher, Je m'avancerai pas. Il soulage un organisme qui est aussi fragile qu'un château de cartes. Je n'en dirai pas plus. Je vous propose que l'on fasse une pause et que l'on se retrouve dans la deuxième partie. Excuse-moi Stéphanie. Non, je voulais dire que les résultats sont quand même très positifs, puisque 100%, ils ont quand même détecté 100% sur 31 femmes, ils ont détecté quand même 100% de femmes qui étaient... mais c'est toute l'organisation en fait pour récupérer ces lingettes qui peut être compliqué à mettre en place. Merci mesdames pour ce débat très intéressant. On fait une pause et on se retrouve dans la deuxième partie. Quand la maladie bouleverse la féminité, on en parle juste après. Your terrible dancing's my problem. Skanky little pie here.
Mum, let go of me. Fucking let go of you, you little... I don't know what's wrong with you. You're what's wrong with me! Get some clothes on, Mia. I've got some clothes on. You're half naked. Don't normally care. Yeah, well, I do now, so get dressed. Deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Quand la maladie bouleverse la féminité, ce soir on parle du cancer du sein, le plus fréquent en Nouvelle-Calédonie. Il est surtout la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Après avoir parlé de prévention, je vous propose que l'on s'intéresse maintenant à l'aspect vivre avec la maladie. Clémence. Effectivement, ablation d'un ou deux seins, perte de cheveux, fatigue, bouleversements liés aux traitements hormonaux. Le cancer du sein vient sérieusement ébranler l'image de la féminité. Aussi, les malades sont obligés à des remaniements psychiques importants, comme le note la psychanalyste André Lehmann dans le Figaro Santé. Les femmes qui témoignent avouent, donc je cite, avoir compris que leur féminité ne se limitait pas à ce qu'elles croyaient qu'elle soit jusque-là, les longs cheveux, la belle poitrine, la minceur. L'une d'entre elles témoigne en fait, avec un sein en moins, je ne me sens pas moins femme. En revanche, avoir traversé cela m'a donné une grande confiance en moi. En ce sens, le cancer m'a consolidée. Et d'ailleurs, on enchaîne avec une vidéo, Stéphanie, où là, tu as trouvé une femme qui, grâce à cette maladie, elle s'est reconstruite. Oui, voilà, parce que c'est pas évident. Suite à une ablation du sein, il y a certaines traces sur la peau qui sont quand même difficiles à assumer, puisque ça touche l'image et l'intime. Donc, certaines femmes, pour reprendre la main sur leur corps, ont décidé donc de se faire tatouer. Donc, ça peut être un tatouage médical qui consiste à dessiner un mamelon et une aréole. Donc, l'aréole, c'est la peau autour du mamelon. Donc sur le sein reconstruit, autour du mamelon. Et ça peut également être un tatouage esthétique qui se fait en salon de tatouage. Donc pour certaines femmes, c'est une manière vraiment d'effacer la maladie. Voilà. Une réaction, docteur? C'est pour se reconstruire. Je pense que c'est important de se réconcilier avec son corps. Pour une femme, les seins, c'est quelque chose d'important. Pour une mère aussi, c'est quelque chose d'important. Et se réconcilier avec son corps, quelle que soit la manière qu'on choisisse pour se réconcilier avec son corps, je pense que c'est une bonne chose. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a de la chirurgie reconstructrice qui est prise en charge. Après l'ablation d'un sein, on a le droit à une chirurgie reconstructrice. C'est de la chirurgie esthétique, ok, mais c'est de la chirurgie esthétique qui est prise en charge à 100%. Alors, se réapproprier son corps, faire son deuil du passé. Le cancer du sein a été pour une tantine, enfin ma tantine, une épreuve assez douloureuse à plus d'un titre. Et aujourd'hui, elle est âgée de 63 ans. Elle tire pourtant un bilan positif de cette maladie qui lui a permis de mieux se comprendre et d'aller de l'avant. Donc du coup, elle fait de la peinture, puis elle fait aussi plus de l'écriture. Enfin, elle s'est lancée dans l'écriture. Là, je cite l'exemple d'une membre de ma famille qui a pu, grâce à la maladie, faire un travail sur elle-même. Stéphanie qui vient nous montrer l'exemple de femmes qui utilisent le tatouage. Voilà, avec Clémence aussi lors de durant sa revue de presse. Mais le nombre de femmes qui n'arrivent pas, est-ce qu'on a des statistiques ici en Nouvelle-Calédonie? Je ne sais pas, non. Si on a j'en connais pas. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas des statistiques de ce type. Ce qui est sûr, c'est que c'est un cancer qui touche à la féminité, à l'apparence. Au corps de la femme, à sa féminité en tant que telle. Et du coup, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être l'occasion pour certaines femmes justement d'avancer, de se construire. Et une aide psychologique peut être aussi importante à ce moment-là, justement pour avancer et se reconstruire. Alors et se reconstruire différemment et être plus forte. On va parler de l'accompagnement de quelques minutes avec Clémence, mais les personnes que vous avez rencontrées, que vous côtoyez lors de durant vos travaux, est-ce qu'elles ont réussi à... Est-ce que vous avez eu affaire à des personnes qui, justement, vous disent « Docteur, je n'ai pas réussi ». Non. Globalement, au final, avec le temps, les choses et les aides qui sont apportées, les choses avancent. C'est très difficile au début. C'est vrai qu'au début, à l'annonce du diagnostic, quand la tumeur est petite, qu'on ne touche pas sur le sein, c'est plus facile à accepter. Il y a une petite cicatrice, mais le sein n'est pas enlevé. Et quand la tumeur est importante et qu'on est obligé d'enlever
complètement le sein, c'est quelque chose qui est traumatisant pour la femme quand même, parce que c'est son image. Et ensuite, souvent il y a celles qui vont justement demander la chirurgie de reconstruction parce qu'elles ont besoin de réavoir un sein, parce que c'est leur image, elles ont besoin de cette image-là d'elles. Et je pense que c'est important justement de les accompagner dans cette reconstruction, que ce soit physique ou mentale. Et il faut avancer au rythme de chaque femme est différente et chaque femme réagit différemment. Alors justement, l'accompagnement, une étape importante, Clémence. Effectivement, c'est l'objet d'un article dans Le Temps qui rapporte donc que lors du 53e congrès de la Société américaine de cancérologie, un des plus gros congrès en la matière au monde, qui s'est déroulé donc début juin aux États-Unis, l'attention des participants s'est principalement portée sur la question de l'accompagnement possible par les personnels soignants, parce que donc je cite l'article, mais lorsque le mot cancer est prononcé pour la première fois dans l'intimité du cabinet médical, l'effet est dévastateur. Donc face à ça, ils ont effectivement cherché des solutions et une plateforme en ligne, a été mise en place pour proposer de l'aide psychologique et elle a été créée donc pour soutenir les patients nouvellement diagnostiqués. C'est une des propositions qui a permis d'améliorer le suivi de ces malades, mais aussi des consultations spécialisées auprès des rescapés du cancer, donc qui ont été baptisés Conquer Fear et qui sont destinés un petit peu à les aider à gérer la peur de la récidive, de la rechute, qui est aussi un problème qui paralyse souvent les patientes. C'est-à-dire qu'effectivement le cancer a été traité, il y a toujours la possibilité de cette rechute et il y a cette peur qui plane et qui effectivement en général en plus vient grossir les effets secondaires. Donc voilà, c'était 2 exemples de modules vraiment spécifiques qui ont été mis en place pour accompagner et pour remettre en fait vraiment la notion humaine au centre Oui, c'est ça. Et comme on le disait depuis le début de cette émission, les seins jouent un rôle important dans la féminité et dans l'image que la femme a de son corps, comme vient de le dire Clémence. Mais personne, j'ai envie de dire, n'est prêt pour ce genre d'informations. Il lui faut un certain temps pour réaliser. Oui, voilà, quelle que soit pour la maladie, il faut admettre, accepter l'annonce du cancer. Chaque malade réagit en fonction de sa personnalité. Chaque malade réagit différemment. En Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a une cellule ou une structure mise en place justement pour faire face aux personnes qui ont été En tout cas, tout le monde part au Médipôle. La prise en charge se fait au Médipôle. Avant que le centre de radiothérapie ne s'ouvre à Nouméa, on envoyait toutes les patientes en radiothérapie, soit en métropole pour celles qui avaient de la famille et qui souhaitaient en métropole, soit en Australie. Là maintenant, avec le centre de radiothérapie qui est ouvert sur le territoire, c'est quand même un plus pour les femmes dans la prise en charge, dans l'accompagnement. Elles n'ont pas à sortir de l'environnement. Elles sont dans un environnement francophone, dans leur famille, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui partaient en Australie pour la radiothérapie. C'était un frein aussi. Et qui revenaient parce qu'elles ne supportaient pas, parce que c'est long, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elles revenaient avant parce que c'était trop dur et que l'éloignement avec leur famille était trop dur et du coup le traitement n'était pas fait en entier et le risque de récidive du coup il est plus important. Mais c'est sûr que au niveau médical il y a beaucoup de choses qui se sont développées. C'est un nouveau service qui a été mis au Médipôle. Avec le Médipôle, oui. Mais au niveau du pays. Oui, c'est au niveau du pays. C'est au niveau du pays et ça c'est important. Au niveau du pays, on a mis en place des structures pour permettre un soin global sur le territoire sans avoir à partir du territoire à s'éloigner de sa famille et avoir du coup le soutien de sa famille en permanence. Après, souvent la période la plus difficile finalement, c'est la période de la chimiothérapie où physiquement on a l'impression que les gens vont bien finalement, mais la chimio ça fatigue, les cheveux tombent et même si on n'a pas l'impression, ça dure, c'est pas longtemps, c'est une journée, on met une perfusion, mais ça fatigue beaucoup, on n'est pas bien après, et ça peut durer quelques jours. Et c'est vrai que souvent les familles ont du mal à réaliser à quel point la personne elle peut être physiquement fatiguée, physiquement et mentalement. Mais les personnes des îles et du Nord qui doivent se rendre au Médipôle, qui ne bénéficient pas du coup de cet apport familial que peut bénéficier un patient dans le Sud, comment ils font ? C'est rare les gens du Nord et des îles qui n'ont pas du tout de famille, à Nouméa. J'ai un peu de mal à imaginer ça. Son fils qui est scolarisé, c'est ça qui est le plus difficile. Non, mais ça, c'est l'apport sentimental du neveu qui est sur Nouméa. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Mais en même temps,
La période à Nouméa, il y a, le week-end, ils peuvent repartir chez eux quand même. Ok, c'est pas mais il n'y a très pas loin. d'abandon entre-temps. Non, Ils en vont fait, c'est jusqu'au bout. possible. Il y a un accompagnement fait, qui est fait aussi pour que les femmes aillent jusqu'au bout du traitement. Je sais pas. Je sais pas ce qui a été mis en place au niveau du Medipôle là-dessus. Ce que je sais, c'est que les distances, la radiothérapie, c'est pas tous les jours, et donc on peut faire d'autres activités, on peut avoir d'autres choses. C'est quand même intéressant que ça se passe sur Nouméa. C'est quand même un plus très très important maintenant pour les femmes et pour l'ensemble des cancers de toute façon. En fait, moi, je voulais savoir, parce que pendant la maladie, les femmes, elles sont soutenues, donc il y a tout quand même quelque chose qui se met en place pour elles. Mais quand elles sortent de ce protocole, est-ce qu'il y a un suivi? Il y a un suivi médical. Il y a un suivi médical qui est mis en place, qui dure plusieurs années, ça c'est clair, et qui s'espace avec le temps si tout se passe bien. Mais au niveau psychologique, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mis en place à long terme. Parce que c'est là que ça va faire quand même choc. Le choc, il est surtout au début. Une fois qu'on a accepté, c'est l'annonce du diagnostic, c'est difficile. C'est un type de diagnostic qui est angoissant, ce qu'elle disait tout à l'heure. On nous annonce un cancer, c'est quelque chose... la première chose à laquelle pensent les gens, c'est à la mort, c'est clair. Oui. Et alors que c'est un cancer qui se soigne relativement bien, et beaucoup mieux que certains autres cancers. Et en tout cas, actuellement, les possibilités sur le territoire sont très très intéressantes. Alors, j'aimerais faire un petit tour de table. Je vais d'abord m'adresser à Clémence et Stéphanie. Vous avez travaillé toute la journée sur ce sujet, sur le dossier de cancer du sein. Durant vos recherches, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Moi, c'était peut-être ça, c'était la question de l'âge. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais un peu repoussé ça. Ça t'a fait peur? Et là, effectivement, de se rendre compte, cette téléspectatrice, j'ai 1 mois d'écart avec cette jeune femme, et de se dire, d'un seul coup, C'est possible. C'est possible. Oui. Et Steph? Moi, c'est surtout l'aspect héréditaire, en fait. Parce que franchement c'est pas héréditaire, mais on est quand même plus sujette. Il y a des composantes familiales. Voilà, donc il faut faire attention. Ça donne envie d'en parler avec la famille, du coup? Voilà, c'est ça, parce que me renseigner, effectivement, si je suis sujet à risque, on va dire ça comme ça. Oui. Mais on n'a pas dit tout au long de cette émission, mais le cancer du sein, c'est aussi présent, ça peut être présent aussi chez l'homme. Oui, mais c'est plus rare quand même. Ça aussi, c'était une de mes découvertes. Ah oui, ils ont des seins quand même. Ouais. On a vu des palpations sur un homme tout à l'heure. Voilà, mais ils ont des seins quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus rare chez l'homme. Mais ça peut exister effectivement aussi. En tout cas, ils peuvent être sujets à des dépistages. Rare. Non, mais des dépistages en moins. Non. Vu la rareté du cancer, c'est un dépistage qui est pas intéressant. Et vous? Mais moi j'ai 50 ans, donc je l'ai fait. J'ai fait le dépistage. Mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette émission? C'était pas ça ma question. Merci quand même, mais c'est bon, vous montrez l'exemple. En tant que je montre l'exemple, non, je montre l'exemple, je suis persuadée que c'est la bonne solution. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris tout au long de cette émission? On arrive, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on arrive à la fin, donc il faut... je n'ai pas été surprise. Petit mot de conclusion. Je n'ai pas été surprise. Par contre, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas paniquer les gens, les femmes surtout. Il ne faut pas paniquer les femmes. Les cancers, ce n'est pas héréditaire. On a plus de chances, mais c'est ça qui est important de dire. On a plus de chances si on en a eu dans la famille de notre mère, chez les femmes de notre mère, de la famille de notre mère. Mais en tout cas, ce n'est pas héréditaire, c'est pas à coup sûr. Ce qui est important, c'est de se faire contrôler. Et ça peut être pour ces femmes-là aussi l'autopalpation régulière, apprendre à s'autopalper. On rappelle pour finir le conseil de prévention, Dr Pascal Domingue-Mena. Eh bien, c'est quand on est dans une famille où les femmes ont eu des cancers du sein, c'est justement de commencer le dépistage beaucoup plus tôt, à l'âge à peu près où le cancer s'est déclaré dans notre famille. Et pour les autres, c'est de faire le dépistage à partir de 50 ans, tous les 2 ans, avec le dépistage organisé qui permet un meilleur suivi et pas qu'on n'oublie pas. On est comme tout le monde, on peut oublier. Et du coup, là, on reçoit le courrier à la maison et c'est quand même quelque chose de plus facile. Merci beaucoup. Merci pour ce débat. Merci les filles. Merci. En tout cas, merci. Je vous remercie d'avoir pu parler librement sur ce plateau. Un sujet qui est difficile à traiter. Et j'espère qu'on a pu vous aider ce soir, chers téléspectateurs. Merci encore pour ce beau débat. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro consacré à la santé. Et bien, la semaine prochaine. Merci, docteur. Merci les filles. On se donne rendez-vous demain. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à demain. Bonsoir tout le monde. Ciao. Merci.